Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler dans ce deuxième épisode du service infrastructure de la Défense qui assure l'aide au stationnement des forces sur le théâtre d'opération. Le SID est l'opérateur central du ministère des Armées en charge de la construction et de l'entretien des sites. Le SID est chargé de concevoir, réaliser, entretenir et gérer le patrimoine immobilier du ministère des Armées. Ce patrimoine, d'une superficie d'environ 30 millions de mètres carrés de surface utile brute, hors emprise de la DGSE, et bien à l'étranger non confiés au SID, constitue un enjeu stratégique majeur. Il représente plus de 26% du parc immobilier de l'État. Pour l'inventaire et le suivi de cet ensemble, le SID entretient un lien étroit avec la direction de l'immobilier de l'État, le DIE, et le SID intervient ainsi sur plus de 4700 emprises militaires réparties sur l'ensemble du territoire national, en métropole comme en outre-mer, ainsi que des implantations françaises à l'étranger contribuant directement au soutien des capacités opérationnelles des armées. Le SID a connu une vaste transformation depuis 2023, inscrite dans le chantier de modernisation de la fonction immobilière et infrastructure, F2I. Cette transformation s'est inscrite dans la démarche annoncée par le président de la République le 13 juillet 2023 de transformation du ministère des Armées. Son cadrage stratégique a été validé par le ministre des Armées le 6 mars 2024. Le SID s'organise autour d'une direction centrale, la DCCID, implantée à Versailles, responsable de l'élaboration de la stratégie, de la doctrine et de la planification. La direction centrale pilote, au moyen de chaînes fonctionnelles renforcées, un réseau territorial unifié. Ce réseau comprend 7 établissements régionaux: Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest, Sud-Est, Atlantique, Méditerranée et Île-de-France, auxquels sont rattachées les 50 unités de soutien infrastructure de la défense des USID en métropole. La direction centrale s'appuie également sur le SID Expertise et Production Nationale, EPN, basé à Versailles, chargé des missions de production et d'expertise technique, ainsi que sur 6 directions d'infrastructure de la défense, les DID, assurant le soutien des forces de souveraineté en Outre-mer et des forces de présence à l'étranger. Un état-major opérationnel EMO garantit l'interface directe avec le centre de planification et de conduite des opérations, le CPCO, et s'appuie sur des centres d'expertise et des unités d'intervention spécialisées. Sur l'ensemble des travaux réalisés par le SID, seulement 55% concernent directement les armées. Le reste relève d'autres unités du ministère, la Direction générale de l'armement, le service de santé des armées, le commissariat au numérique de défense. Au 31 décembre 2024, le SID comptait 6388 agents, dont 31% de militaires. Au sein des 1951 militaires, on dénombre 39% d'officiers, 46% de sous-officiers et 15% de militaires du rang. Parmi les militaires, 33% appartiennent au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure, tandis que 35% sont issus de l'armée de terre, 29% de l'armée de l'air et de l'espace, 3% de la marine nationale et 3% d'autres services, la DGA et le SCA. Le SID se caractérise par une grande diversité de profils: officiers à la tête du service, architectes, conducteurs d'opérations, acheteurs publics, experts BTP, ingénieurs en sûreté nucléaire ou énergie, dessinateurs modeleurs, chargés de maintenance, ouvriers en régie, gestionnaires du patrimoine ou agents domaniaux. Cette diversité garantit une maîtrise complète du cycle de vie des infrastructures, de la conception à la maintenance, au service des besoins du ministère des Armées. Malgré des spécialités fortement sous tension et une concurrence accrue du secteur privé, le SID maintient une dynamique de recrutement soutenue avec environ 600 agents recrutés chaque année. La création du SID a permis une forte mutualisation des fonctions d'infrastructure au sein du ministère, rompant avec la période où chaque service disposait de sa propre direction construction. Le SID entretient des liens particulièrement étroits avec la Direction générale de l'armement, tout programme d'armement majeur impliquant un programme d'infrastructure associé, souvent piloté dans le cadre d'une équipe programme intégré EDPI. Le SID assure l'aide au stationnement des forces en opération après la stabilisation.
Depuis sa création, le SID assure le soutien en stationnement des forces déployées en opérations extérieures, OPEX, en concevant, construisant, maintenant et sécurisant des infrastructures durables, autant en métropole, en outre-mer et à l'étranger. Le rôle du SID est de garantir l'implantation durable d'une force armée française une fois la situation stabilisée. Contrairement au génie combat qui intervient en premier pour sécuriser le théâtre et fournir un appui immédiat au déploiement, le SID agit dans la durée. Une fois la situation stabilisée, le SID prend le relais des armées pour édifier des bâtiments pérennes, des réseaux d'eau et d'énergie et des infrastructures, libérant ainsi les équipements du génie et des soutiens pour d'autres missions sur la ligne de contact. Cette articulation complémentaire témoigne du rôle du SID au sein de la fonction globale du génie militaire pour assurer un continuum des capacités tactiques, techniques, expéditionnaires et durables. Ce rôle du SID s'est récemment traduit dans son engagement sur le flanc est de l'OTAN. C'est en particulier le cas en Roumanie, notamment sur le camp de Sâncu, où la France est nation cadre de l'opération Aigle. Le SID a œuvré à l'importante extension du site entre 2022 et début 2025 qui a apporté la capacité d'accueil de 750 à 2000 militaires pour un investissement d'environ 115 millions d'euros. Les travaux ont couvert l'ensemble des fonctions opérationnelles, postes de commandement, dépôt de munitions et carburant, la logistique et le soutien, production d'eau, réseau électrique, hangars de maintenance, hébergement, restauration. En Estonie, où le Royaume-Uni est nation cadre de l'opération Lynx, le SID intervient en soutien et conseil, en particulier au service du groupement tactique interarmes français sur place. Le génie est considéré comme une arme secondaire dans les armées, ce qui a conduit à des ruptures de capacité. Le génie, c'est une capacité secondaire dans le modèle d'armée d'après la guerre froide. Jusqu'en 1993, chaque corps d'armée dispose d'un régiment du génie, dans le contexte de la guerre froide et l'opposition entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. Ce modèle doit permettre de soutenir un conflit de haute intensité, notamment sur le flanc Est, avec des capacités de masse, franchissement, minage, déminage, appui de la cavalerie au contact. La première brigade de génie structurait le génie dans son ensemble pour appuyer une force opérationnelle terrestre. Le modèle de corps d'armée est repensé avec la fin de la guerre froide et la réduction des risques d'affrontement sur le théâtre européen. Avec la création de la première brigade de génie en 1993, le génie se structure pour disposer de moyens de commandement adaptés et de moyens spécialisés. Basée à Strasbourg, la brigade est composée initialement du 1er régiment de génie d'Ilkay-Grafenstaden, spécialisé en franchissement, et du 71e régiment du génie d'Oswell. La brigade est rattachée au commandement de la force terrestre en 1998, tandis que le 71e régiment du génie est dissous. La brigade s'élargit progressivement au 2e régiment du génie de Metz, production d'énergie et contre-minage, au 5e régiment de génie de Versailles, travaux lourds et voies ferrées, au 28e groupe géographique, au 132e régiment cynophile et au groupe de défense NRBC. Le modèle d'armée développé après la fin de la guerre froide relègue ainsi l'arme du génie au second plan. L'armée de terre privilégie alors un format expéditionnaire conçu pour projeter un nombre restreint d'unités lors d'opérations extérieures lointaines. Avec les dividendes de la paix et la professionnalisation, l'armée de terre réduit ses effectifs et passe d'une logique de division à celle de brigade, puis adaptée à un conflit asymétrique. La réduction des moyens de l'armée de terre constitue une bascule pour l'arme du génie qui perd une grande partie de ses éléments. La réforme de l'armée de terre devait permettre une rationalisation des effectifs pour l'adapter au format expéditionnaire propre aux années 2000 et 2010. La priorité est alors de disposer d'une armée projetable et armée pour faire face à un adversaire moins puissant et équipé d'engins explosifs improvisés, IED. Le 2e régiment génie étranger se spécialise ainsi dans la lutte
contre les IED. La brigade de génie est dissoute en 2010, de même que les 1er, 2e et 5e régiments du génie. Les moyens spécialisés sont affectés à des régiments du génie intégrés à la 1e et la 3e division. De 19 régiments du génie en 1978, l'armée de terre n'en compte que 8 en 2010, avec un seul régiment dédié au génie de l'air. Le 28e groupe géographique rejoint la brigade de renseignement, tandis que le 2e régiment de dragons est subordonné directement au commandement des forces terrestres. La baisse des effectifs et du matériel au profit d'une armée de métiers plus polyvalente et moins spécialisée conduit à une perte de compétences dans le génie. La politique de l'emploi et de gestion des parcs, le PEGP, mis en place en 2008 dans l'armée de terre, est décrite comme un tournant pour l'arme du génie. Avec le PEGP, l'armée de terre est décrite comme un tournant et les matériels ne sont plus distribués au sein des sections et associés à des opérateurs permanents, mais ils sont répartis au sein des parcs régimentaires. Ces parcs partagés dans les régiments doivent être suffisants pour conduire des activités d'instruction et d'entraînement. La PEGP rompt ainsi le couple homme-machine qui était à la base du fonctionnement de l'armée de terre. Un matériel, char blindé, véhicule, avait son équipage attitré qui connaissait sa machine. Le génie étant caractérisé par une grande diversité de matériel majeur spécialisé, la PEGP a donc limité la capacité des unités à s'approprier leur matériel. Le génie fait face aujourd'hui à des ruptures de capacité. Des moyens vieillissants à l'origine de ruptures temporaires de capacité. L'armée de terre fait aujourd'hui face à des ruptures temporaires de capacité, ou RTC, limitant la capacité du génie à accomplir sa mission. En outre, le manque de profondeur d'effectifs limiterait la capacité de relève en haute intensité. Dans la situation actuelle, le génie n'aurait pas les moyens de s'engager dans la durée sous haute intensité, notamment en tant que groupement tactique génie pour soutenir une division. Ces ruptures concernent en particulier le franchissement, l'appui au contact, l'ouverture d'itinéraires, le minage et le déminage. En matière d'appui au contact, l'engin blindé du génie ne permet plus de soutenir efficacement une avancée de la mêlée sous le feu. Le véhicule en service est l'engin blindé du génie EBG, entré en service en 1988 et dérivé du char AMX-30B2. Conçu pour accompagner les unités de mêlée au plus près du combat, il assure des missions de bréchage, de dégagement d'itinéraires, de destruction d'obstacles et d'appui direct au profit des forces terrestres. L'OBG développé avec le char Leclerc est également spécialisé dans la construction de tranchées pour enfouir des chars en phase de surveillance et de tir en boisement. Néanmoins, la conception ancienne de l'OBG, sa vulnérabilité face aux mines et aux missiles sol-sol, ainsi que les difficultés de maintenance, rendent nécessaire son remplacement. Seulement quelques dizaines d'EBG sont encore en service dans les régiments du génie. Le franchissement est assuré par un parc limité à environ 500 mètres de ponts flottants motorisés. Dans sa version F2, le PFM F2, incompatible avec le char Leclerc, est déployé dans seulement 3 régiments du génie. Le PFM est construit par CNIM Système Industriel depuis 1990. Il est composé de modules de 7 à 14 mètres transportés par camion qui peuvent être utilisés comme un bac motorisé ou assemblés pour former un pont. Durant les années 90, l'armée de terre disposait de plus de 3000 mètres de travées déployés dans tous les régiments du génie. Le standard 1 permettait le franchissement jusqu'à 70 tonnes, correspondant au char Leclerc dans sa version initiale. Depuis 2015, le pont se décline en version F2, déployé actuellement dans l'armée de terre, qui en dispose d'environ 500 mètres. Toutefois, le PFM F2 n'est pas en capacité de permettre le franchissement du char Leclerc rénové XLR qui dépasse les 70 tonnes. Sur le franchissement, l'armée de terre dispose également de l'engin de franchissement de l'avant, le FA, développé par l'entreprise CEFA. Il s'agit d'un véhicule
spécialement conçu pour permettre le rétablissement rapide d'un passage pour les unités de mêlée sous le feu. Il peut être utilisé comme moyen de franchissement continu, pont ou discontinu, bac. Doté d'un dispositif de déploiement autonome, le FA peut mettre en place en quelques minutes une travure permettant le franchissement d'obstacles de type fossé, coupure humide, étroite ou rupture de terrain. Néanmoins, le FA a été développé durant les années 1980 et sa conception est aujourd'hui vieillissante. Le franchissement de coupures sèches est quant à lui assuré par le système de pose rapide de travure, le SPRAT, conçu par CNIM et en service depuis 2012 dans un seul régiment du génie. Il est compatible avec le char Leclerc. Le SPRAT est composé d'un pont déployable rapidement pour une longueur de 3 à 24 mètres. Une modernisation des moyens optroniques du système s'est achevée en 2022. Le contre-minage constitue la troisième rupture capacitaire. Les moyens actuellement disponibles, au premier rang desquels les systèmes d'ouverture d'itinéraires minés, les SOUVIM, déployés au 13e régiment du génie, reposent sur une technologie conçue dans les années 90. La capacité offerte par le SOUVIM présente toutefois deux limites majeures. En premier lieu, sa conception ne lui permet pas d'opérer au plus près du contact. Il est principalement destiné à maintenir ouverts les itinéraires logistiques et non à accompagner les unités de mêlée dans les environnements fortement contestés. En second lieu, son maintien en conditions opérationnelles est devenu particulièrement difficile en raison de l'ancienneté du système et de la disponibilité réduite des pièces. Cette situation rend impossible à ce stade une extension de son parc ou une distribution supplémentaire au sein des régiments du génie. Le minage de zone est une capacité qui a été abandonnée. Les 2 dernières décennies d'opérations expéditionnaires ont conduit à une disparition quasi complète de la capacité de minage mécanique de zone au sein du génie. La priorité opérationnelle portait sur la détection et la neutralisation des dispositifs artisanaux bien davantage que sur la mise en œuvre de champs de mines classiques. Le minage mécanique permettait une capacité de pose rapide, massive et structurée de mines. Jusqu'à la fin des années 2000, cette fonction s'appuyait principalement sur deux systèmes, le Minotaur, destiné à la dispersion de mines anti-chars, et le PM12, utilisé pour leur enfouissement. Corollaire du minage, le déminage repose sur un matériel vétuste. Le déminage pyrotechnique s'appuie sur 11 systèmes de déminage pyrotechnique de mines anti-chars, les SDP-MAC, répartis entre le 3e et le 19 régiment du génie. Le SDP-MAC est un système Carpet d'origine israélienne monté sur un engin blindé du génie. Le système Carpet est capable de tirer jusqu'à 20 roquettes chargées de détonateurs linéaires permettant de neutraliser les mines et d'ouvrir en quelques secondes un passage d'environ 100 mètres de long sur 6 mètres de large. Bien qu'ayant fait l'objet d'opérations de revalorisation, ces équipements sont anciens. L'âge moyen des lanceurs est de 17 ans et celui des châssis atteint 34 ans. Alors, essentiel pour articuler le temporaire et le pérenne sur le terrain, le SID est lui aussi confronté à différentes lacunes capacitaires. Les moyens de soutien indispensables sur le théâtre d'opération, notamment la production et la distribution d'énergie ou d'eau, doivent être modernisés afin de répondre aux exigences liées au contexte de haute intensité. Le programme Scorpion ne cible pas spécifiquement le capacitaire propre au génie. Si le génie, comme toutes les spécialités de l'armée de terre, bénéficie du programme Scorpion, le programme ne lui est pas spécifiquement dédié. Si Scorpion ne prévoit pas de véhicule spécialement conçu pour le génie, il permet progressivement de renouveler le matériel commun de l'armée de terre, et en particulier le véhicule de l'avant blindé, le VAB. Pour mémoire, Scorpion, lancé en 2014, vise à renouveler les véhicules blindés de l'armée de terre et à les doter d'un système d'information collaboratif. Avec le développement de véhicules plus complexes et plus lourds, les capacités en amphibie ont été abandonnées, limitant encore les capacités de mobilité. Pour rappel, le VAB, dans sa conception initiale, était développé pour être amphibie. Avec la hausse du blindage et les capacités électroniques, cette capacité a été mise de côté.
Le Griffon et le Serval qui remplacent le VAB ont abandonné cette fonctionnalité. Le Griffon existe néanmoins dans une déclinaison Génie. En 2025, 110 des 247 Griffons en configuration Génie ont été livrés. Ces véhicules constituent une véritable plus-value opérationnelle, offrant une observation plus lointaine, une mobilité accrue et un appui-feu nettement supérieur à celui des VAB qu'ils remplacent. Il ouvre également la voie à de nouvelles capacités de bréchage, tant mécaniques que pyrotechniques, cette dernière reposant sur l'emploi d'un système de roquettes dédié. Les premiers retours d'expérience laissent à penser que le déploiement du Griffon Génie depuis 2023 sur le flanc Est, notamment dans le cadre des missions Lynx et Aigle, a permis de confronter le véhicule au terrain et les différents kits Génie livrés progressivement garantissent désormais un emploi optimisé pour les sapeurs et permettent d'appréhender pleinement ce nouveau vecteur dans sa globalité. Abandonné du fait de son coût prohibitif, le projet Griffon NRBC ne verra pas le jour. Ainsi, le 2e régiment de dragons sera équipé de Griffon Génie, auxquels seront couplés des drones et robots en développement pour réaliser les missions de reconnaissance en zone contaminée. La variante Génie du Serval équipe également les forces terrestres avec 45 véhicules livrés dans les régiments du Génie sur les 102 prévus. Destiné principalement aux missions d'aide à la mobilité et de contre-mobilité, ce véhicule bénéficie d'un blindage renforcé et de capacités de vision nocturne et thermique permettant d'améliorer considérablement la conduite des missions de nuit par les sapeurs. Un vieillissement de matériel qui est problématique. Le maintien en condition opérationnelle MCO du matériel du Génie est structurellement complexe en raison de la diversité du matériel utilisé. Le Génie est caractérisé par une grande variété de gros véhicules, qu'il s'agisse d'engins de chantier, de chars ou de véhicules de transport de troupes. Le parc régimentaire est en moyenne 2 fois supérieur à un régiment d'infanterie pour un effectif dédié au soutien similaire. Le MCO est également compliqué par l'usage propre au Génie dans des environnements aquatiques, boueux ou en terrain miné. Une attention particulière est par ailleurs portée sur les nombreux micro-parcs, souvent extrêmement sollicités, pour lesquels le soutien doit être à la fois réactif et performant. Le MCO est encore compliqué par la vétusté du matériel et avec les ruptures de capacité. Il s'agit de prolonger des matériels majeurs sur plusieurs années en attendant un remplaçant. L'engin blindé du Génie, le BG, entré en service en 1988, est basé sur un char AMX-30B2, doit être maintenu jusqu'en 2032 pour assurer le tuilage avec son successeur, tandis que les grappes, chargeuses pelleteuses, devra être soutenu jusqu'après 2035. Le MCO du Génie est en outre rendu complexe car il est peu adapté à des parcs très diversifiés, avec du matériel très spécialisé et disponible en un nombre restreint d'unités. Cela complique autant la qualification des agents de maintenance que la gestion des flux de pièces de rechange, avec des pièces souvent inaccessibles avant plusieurs mois d'attente. Le recours à l'externalisation partielle de la maintenance a apporté une réponse ponctuelle sur le territoire national, mais pose le problème de soutien des parcs en opération. Certains matériels spécialisés, disponibles en un nombre très restreint d'exemplaires, nécessitent des compétences très spécialisées, comme le VLRA, véhicule léger de reconnaissance et d'appui dont le châssis remonte à 1967, ou le VAB NRBC. Afin de pallier ces difficultés, les régiments doivent mobiliser des solutions temporaires comme l'impression de pièces par imprimante 3D ou le recours à des réparations artisanales. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc O.